le thème des jeux de société et des jeux de rôle, et notamment de l'accessibilité et de l'inclusion au travers du jeu de société et du jeu de rôle. Donc, est-ce que est-ce que déjà ça parle un peu à tout le monde, ces questions d'accessibilité et d'inclusion? Yep, yep. Bah ouais, un peu. Répondez dans le chat. Eh oui. Ah, ton diapo est repassé au ça c'est. Je vais passer en régie direct, mais continue, ne t'inquiète pas. Bonsoir Carlos. Tout à fait. Et alors, le but de l'émission de ce soir, ce sera d'avoir plutôt une discussion, un débat, une table ronde sur les questions d'inclusivité et et d'accessibilité à travers le jeu de société et le jeu de rôle. On va pas forcément. Ah, je m'entends en retour. Alors, ça vient de. Ah, il faut que tu coupes le son du stream, sinon tu risques de t'entendre en double. Ah, ça doit venir. Mais c'est pas très grave. Donc, l'accessibilité et l'inclusion, donc dans le société, on va essayer d'avoir une discussion sur ça, essayer de poser des bases, sans pour autant aller essayer de trouver des solutions, ce genre de choses, mais rien que déjà poser un cadre, voir si ça nous parle, ça nous touche. Qu'est-ce qu'on préfère, est-ce que c'est un frein, le pas d'accessibilité aux expériences personnelles. Et donc on va voir ça au long de la soirée. Donc tout d'abord, on va se présenter un petit peu. Donc Leïli, toi, tu es qui finalement? Qui suis-je au fond? Je ne sais pas moi-même. Du coup, moi, c'est Leïli et je suis étudiante dans le master CDL, comme nous tous et toutes ici présents. Et je suis aussi iranienne, et ça va rentrer en jeu pour la petite présentation que je vais vous faire ce soir. Très bien. Victor, maintenant à toi. Toi qui vas être plutôt du coup l'animateur de la table, on va essayer de dynamiser un peu le débat. Eh bien, bonsoir. Moi, je suis l'animateur, enfin, je serai l'animateur de la première partie de la soirée, du débat, on va dire. Moi, je m'appelle Victor. J'ai fait un master de lettres avant, et maintenant, je suis dans master audiovisuel, médias interactifs, numériques et jeux à l'université de Lorraine, à Metz, comme tous mes camarades ici présents, et donc en CDL, donc c'est parcours de dispositifs ludiques. Voilà. Et je vais faire une petite. Je suis plutôt sur le côté jeu de rôle de la force, moi. Donc Sylve, toi tu es plutôt notre technicien ce soir. C'est toi qui nous a permis cette. Du coup, coucou. Bon, moi c'est Sylve. Donc, je viens d'une licence game design et tout. Donc ouais, moi je suis plutôt du côté de la tech et mon rapport aux jeux de société, ouais, c'est pas quelque chose dans lequel je suis un expert, loin de là. Moi je suis plutôt du côté des jeux vidéo, mais je trouve le jeu de société très intéressant. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, on a également Audrey, donc qui est pas présente à l'écran, mais qui va s'occuper de la modération et qui va vous faire des petits sondages pendant la soirée. Oui, bonjour. Du coup, moi c'est Audrey, je fais aussi partie du Master à Minch. Et je fais partie du Master à Minch de la modération ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et vos remarques dans le chat. Yep. Ça marche. Donc moi, de mon côté, je suis Quentin, je me présente également. Donc j'ai fait une licence pro dans le jeu et jouer, dont on parlera un peu plus tard dans la soirée. Et aujourd'hui, je suis comme mes camarades ici présents dans un master conception de dispositifs ludiques, assez unique en France. Et on va commencer la soirée tout simplement en définissant un peu les termes de cette soirée. Alors le jeu de société, le jeu de rôle, l'accessibilité, l'inclusion, qu'est-ce que ça nous évoque? Alors moi j'aime bien partir d'une définition de sens commun, parce que je pense que c'est ce qui parle aussi le plus. Et donc on différencie généralement les jeux de société, des jeux vidéo, ainsi que des activités essentiellement physiques, qu'on appelle plus volontiers les sports, même si la limite entre les sports et les jeux de société est parfois difficile à déterminer précisément. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 1999 que les échecs sont reconnus comme sport.
Donc, qu'est-ce qu'on dit de plus également sur le jeu de société quand on se l'imagine? Comment on le conceptualise? C'est qu'on imagine souvent un jeu de société comme donc un jeu non sportif et donc non vidéo et qui rassemble au moins deux joueurs. Alors, il est vrai que le complément du nom de deux sociétés suppose une expérience partagée. Pourtant, c'est vrai que par accès de langage, mais aussi par l'émergence de nouvelles pratiques, il y aura bien des jeux présentés comme tels, comme qu'on va marketer, qu'on va vendre comme des jeux de société, qu'on va présenter comme tels, mais qui disposent finalement de modes de jeu à un joueur uniquement, euh, ou qui disposent de deux variantes permettant de jouer à un joueur. Ici, on a un exemple bien connu, l'exemple du jeu Parodin, qui est un petit jeu de dés, un petit casse-tête comme ça, avec un mode de jeu qui se joue à un joueur unique. Donc, lorsqu'on se questionne sur ce qui caractérise un jeu de société en dehors du nombre de joueurs, c'est vrai qu'on pense aussi inexorablement aux règles qui structurent l'expérience de jeu, ainsi qu'à du matériel. Du matériel comme des dés, des pions ou des tuiles en carton. Alors, s'il est vrai que la plupart du temps, il y a l'existence d'un ou de plusieurs supports matériels au service d'un système de jeu dans un livret de règles, un jeu de société peut tout à fait se jouer sans règles, parfaitement définies, ne serait-ce qu'un bout de papier. Comme c'est le cas avec certaines formes du jeu de rôle, par exemple. On pourrait peut-être dire comme la plus pure, où il s'agit seulement d'interpréter un rôle sans forcément avoir de système de jeu derrière ou une trame parfaitement définie, et donc pas forcément de fiches de personnages avec des statistiques, etc. Plutôt rien que le fait d'interpréter des rôles. Donc en vérité, c'est vrai que la définition de sens commun ne nous aide pas beaucoup. Et il est très difficile de donner une définition, on va pouvoir dire, essentialiste de ce qu'est le jeu, euh, qu'il soit d'ailleurs de société ou jeu vidéo. Et bien que certains chercheurs ont tenté d'établir des critères pour définir ce que peut être un jeu, on retiendra ici qu'il est un drôle d'objet. Le jeu de société est un drôle d'objet pour lequel on ne peut pas se contenter précisément d'une description d'objet. Car même sur l'objet le plus structuraliste qui soit, finalement, avec ses règles, le structuralisme échoue, car quelque part, il manque le sujet. En effet, euh, le jeu, plus qu'un objet, est un état altéré, un état second qui se crée dans une ère intermédiaire d'expérience, si on veut citer les grands concepts de Cote, entre la personne, joueur, et l'objet qui reçoit ainsi l'attribut jeu. C'est parce qu'on joue avec quelque chose qu'on en fait un jouet ou un jeu. C'est pas, il n'y a pas de jeu en soi. Même si on prend des jeux, c'est l'usage qu'on en fait qui va faire de cet objet un jeu. Donc on peut dire cependant qu'il dans nos têtes il y a différents types de jeux, mais c'est ce que nous dit un chercheur du nom de Wittgenstein, donc un philosophe allemand, qui nous dit que finalement dans les jeux il y a des grands types d'expériences et qui ensemble un air de famille. C'est ça qui va se bricoler au fur et à mesure de l'histoire des jeux, et que c'est dans notre esprit, c'est ce réseau d'analogies de ce qu'on conçoit être un jeu, qu'on va des différents codes qu'on va passer d'un jeu à l'autre, qui va créer dans notre esprit la conception de ce qu'est un jeu. Donc bien sûr, comme je le disais, la notion même de ce que peut être un jeu de société a muté au fur et à mesure des années, et aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre le terme de jeu de société moderne afin de différencier les jeux qui se jouent actuellement et des jeux comme le Scrabble où nos grands frères, nos grandes sœurs, nos parents, nos grands-parents. Et donc, pour la petite histoire, c'est en 1995 que prend véritablement racine le jeu de société moderne. Lorsqu'un jeu, Dice Settler von Catan, connu chez nous sous le nom des colons de Catan, si vous connaissez, c'est l'un des jeux de société pionniers du jeu moderne, et on le vend par dizaines de millions. Et donc, quand ce jeu sort en 1995, il remporte le Spiel des Jahres.
c'est le prix le plus prestigieux finalement dans le secteur des jeux de société. Et selon Stewart Wood, un chercheur à l'université Curtin en Australie, Catan aurait donc repoussé toutes les frontières de l'univers connu du jeu de société. Et ce jeu donc de Klaus Teuber, qui donc, comme je le disais, s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde, a marqué en quelque sorte un jalon dans l'histoire du jeu et plus particulièrement du jeu de société. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, le jeu de société et plus particulièrement le jeu de société moderne. Maintenant, pour ce qui est du jeu de rôle, disons qu'il est une sous-catégorie du jeu de société. Et par sous-catégorie, entendons-nous bien sur le fait qu'il s'agit d'une pratique ludique disposant de ses codes propres, mais que l'on pourrait faire entrer dans la grande famille du jeu de société, en quelque sorte. En quelques mots, le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est ? C'est jouer des rôles. Alors bien souvent autour d'une table, ou en visio, par temps de Covid, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Et en suivant, en général, une trame, une histoire, concoctée par un joueur qui va s'appeler le MJ. Alors le MJ, ou le meneur du jeu, aussi connu sous le nom maître du jeu, maître du donjon, gardien, Dieu tout-puissant éventuellement, ou tout simplement maître vénéré, c'est un joueur qui a un rôle un peu particulier, qui, entre autres choses, va animer l'environnement dans lequel évoluent les autres joueurs. Donc tout ce qui va être les personnages non joueurs, les événements, je ne sais pas, les cataclysmes, le climat, etc. Donc c'est un rôle un peu particulier qui va incomber à une personne et qui va être de gérer tout ce que ne gèrent pas les autres joueurs, c'est-à-dire leurs personnages. Donc encore une fois, un peu comme pour le jeu de société et le jeu dans son plus large sens, il existe différents types de jeux de rôle. Donc on peut dire qu'il y a des jeux de rôle sans MJ, des jeux de rôle dont le rôle de maître du jeu est partagé entre différents joueurs, des jeux sans système de règles, des jeux sans véritable trame scénaristique, trame qui va se construire au fur et à mesure. Et c'est aussi ça le jeu de rôle. C'est la particularité du jeu de rôle, c'est qu'on peut tout imaginer. C'est un peu la grande force du jeu de rôle, parce que puisque c'est des humains qui cadrent l'expérience de jeu, éventuellement suppléés par des systèmes de jeu, des règles, etc. Mais ça reste des humains et c'est pas un ordinateur qui va gérer ça, qu'il n'y aura pas des règles codées dans un ordinateur. On peut dire que quelque part il n'y a pas de limite autre que celle que l'on se donne pour jouer, si ce n'est peut-être à la limite celle de notre imagination. Donc voilà, ça c'est pour le jeu de société et le jeu de rôle. Maintenant, on va se questionner sur l'accessibilité et l'inclusion. Donc nous, le sens qu'on a donné à l'accessibilité, alors il faut savoir déjà que l'accessibilité, c'est un terme à la base qui est plutôt lié au monde du handicap. Donc il s'agit de la possibilité pour une personne en situation de handicap d'avoir accès à quelque chose, qu'il s'agisse de lieux physiques ou d'informations. Et c'est un terme qui est régulièrement dévoyé dans le langage courant comme un synonyme d'utilisabilité ou d'ergonomie pour son côté facilitant. Et c'est sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. Plus qu'un focus sur le handicap, finalement, on va s'intéresser bien que ce sera traité, on va s'intéresser à tout ce qui pourrait faciliter l'accès aux jeux de société et jeux de rôle à des publics qui n'ont pas forcément ni les codes, ni les moyens, donc qu'ils soient physiques, financiers ou autres, pour pratiquer le jeu. Donc on va explorer ce soir une partie des facettes facilitatrices, en quelque sorte, de ces deux médias, comme les aides de jeu, les variantes de difficulté, les informations données par plusieurs canaux dans un jeu, notamment les pictogrammes, qui vont envoyer une information à la fois par leur couleur, mais aussi par le symbole. Donc on va questionner toutes ces choses-là au niveau de l'accessibilité. L'idée étant que c'est vraiment plutôt une ouverture plutôt qu'un focus sur le handicap, bien que ce sera, je le disais, traité. Maintenant, pour l'inclusion sociale, dans notre manière d'aborder l'accessibilité, on porte aussi un message d'inclusivité. Ainsi, on va aborder une manière de pallier
à l'exclusion des publics qui soient déjà marginalisés ou non. On va voir aussi comment ça peut se mettre en œuvre dans le jeu de société ou dans le jeu de rôle. Et donc, par exemple, on va citer les règles, et les règles qui présentent parfois des exemples. Et est-ce que c'est toujours un exemple et un homme en scène, ou est-ce qu'on va aussi présenter des femmes notamment, ou alors est-ce qu'on va présenter aussi des femmes avec des prénoms ou des consonances des prénoms voilà, du monde. Ça peut être ce genre de questions. Donc voilà, ça c'était pour la définition des termes. Donc et vous, quel sens vous donnez à tout cela? Victor, toi peut-être tu peux peut-être commencer. Alors, en tant qu'animateur du débat, en plus, il me semble que c'est pertinent de faire une transition sur moi à cet instant-là. Effectivement, qu'est-ce qu'on entend par accessibilité et inclusion? Bon, je vais lancer mes petites billes un petit peu sur une petite réflexion que je me suis faite en t'écoutant. Et je pense que si vous avez d'ailleurs vous-même des remarques à faire ou des idées sur la question, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. On a un petit chat à côté et tout ça ne sera remonté. Sur la question de accessibilité, c'est un terme qui vient du handicap. Alors, je ne connais pas l'historique du terme, mais j'aurais envie de dire que c'est sans doute vrai, j'ai tendance à te croire. Et je me suis fait la réflexion que finalement, en fait, entre accessibilité et inclusion, il n'y a pas... comment dire? Les deux termes... Enfin, l'accessibilité, c'est pas genre... ça part pas d'un... Enfin, il y a un empêchement objectif qui peut être fait à certains publics, typiquement des publics en situation de handicap, par exemple, handicap visuel, auditif ou visuel, par exemple, qui peuvent être constatés, par exemple, dans les règles d'un jeu de société. Typiquement, si les jetons sont pas des bonnes couleurs, si les jetons sont distingués par des couleurs, mais que les couleurs peuvent pas être distinguées, bon, il y a un problème. Mais au-delà de ça, typiquement, si ce problème n'est pas pris en compte à la base, c'est pour des raisons, comment dire, l'inclusion, c'est pas une question, c'est aussi pour une question d'inclusion, c'est aussi un problème social, et c'est parce que c'est pas pris en compte à la base dans le design, parce que les gens qui créent les jeux n'y pensent pas. C'est pas de leur faute, mais c'est aussi un problème, en gros, l'idée c'est que même si c'est un problème qui est lié, l'accessibilité c'est une notion qui est liée au handicap à la base, c'est tout phénomène d'exclusion est social, donc je pense que ça c'est un petit peu le truc, c'est que finalement les deux aspects se rejoignent. Et je ne sais pas du coup, éventuellement du coup si Leili par exemple a une opinion sur la question aussi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où c'est vrai que la première chose à laquelle on pense quand on va parler d'accessibilité dans le vocabulaire commun, c'est vraiment tout ce qui est lié au handicap visuel, auditif, etc. Mais comme tu dis, plus globalement, c'est vraiment cette notion d'inclusion sociale, et comme disait Quentin dans sa présentation, le fait de rendre les choses plus inclusives pour des publics marginalisés, que ce soit du coup par un handicap ou par toute autre raison qui fait qu'ils sont peut-être moins intégrés au secteur du jeu de société ou du jeu de rôle. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces termes-là, c'est tout ce qui est les enjeux culturels derrière tout ça, quoi. Venant d'un pays qui n'est pas forcément occidental, là, ce qui a beaucoup résonné avec moi, ce que tu disais, Quentin, c'était par exemple l'usage de prénoms autres que des prénoms qu'on a tendance à dire français ou occidentaux, et inclure une représentation en fait plus large, mine de rien. Et ça va jouer dans tout ce qui est accessibilité, inclusivité, inclusion. Et on voit ça beaucoup, il y a beaucoup de débats qui découlent de ça dans tout ce qui est mainstream média, la télévision, les séries, le cinéma. Mais c'est important aussi d'en parler dans les médias comme le jeu vidéo, tout comme le jeu de société, le jeu de rôle, auquel on pense peut-être un peu moins finalement. Je sais pas si Quentin, t'es d'accord avec ça, ou Sylve, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense peut-être moins quand on parle du jeu de société ou du jeu de rôle. Ouais, c'est quelque chose, c'est vrai, quand on pense accessibilité et inclusivité, au départ, on pense pas forcément à tout ça. Et après, globalement, ouais, je suis totalement d'accord avec ce qu'a expliqué Quentin et sa définition et ce que vous avez dit, Leili et Victor. Et ouais. Alors, on a vu. Vas-y, Quentin. Non, mais je me demandais aussi si la question de l'accessibilité et de l'inclusivité, elle serait pas aussi à poser un médium, finalement, le jeu de société, vu qu'on
parle de jeux de société modernes, qui est-ce que ce serait pas l'occasion de passer le jeu de société à l'âge adulte, peut faire passer le jeu de rôle à l'âge adulte, poser ces questions-là, et dire voilà, aujourd'hui on entre dans l'ère du jeu de société moderne. Est-ce qu'il serait pas temps aussi d'inclure, de désinclure quelque part certains publics qui ont pu être marginalisés d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est pas la jeunesse du jeu de société ou du jeu de rôle qui parfois peut poser problème? Est-ce que c'est des questions que les game designers se posent? Est-ce que est-ce que les joueurs se la posent déjà? Est-ce que vous, dans le chat, vous vous posez cette question quand vous jouez un jeu? Est-ce que vous vous dites, mince, c'est vrai que c'est tout le temps des hommes qui sont présentés dans les règles, les exemples? Est-ce que l'écriture inclusive, je ne sais pas, ça vous parle, ce genre de choses? Alors là, je vois qu'on a plusieurs questions. Il y a une question intéressante, ouais. C'est comptiez-vous définir ce qui fait un jeu inclusif ou pas, par exemple, des conditions à remplir? Et je me permets de répondre, mais on en discutait aussi tout à l'heure. C'est le but un peu de cet événement, ce live, ces discussions qu'on a entre nous, c'est pas tant de donner des solutions ou de dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, ou de dire tel jeu est inclusif, tel jeu ne l'est pas, mais plutôt de réfléchir en fait sur toutes ces notions. Au final, qu'est-ce qui pour nous va rendre un jeu, au vu de nos expériences et nos propres rapports aussi avec ces médiums, ces médias plutôt, et qu'est-ce qui pour nous va le rendre plus inclusif et accessible. Je pense qu'on peut pas prétendre, enfin peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais il ne faut pas vraiment prétendre et prendre la responsabilité de dire ah oui, ça va faire un jeu forcément inclusif. Après, je sais pas, peut-être vous avez des conditions auxquelles vous pensez quand on vous dit jeu inclusif. Je pense que on arrive sur un truc intéressant, je pense. La question en fait que tu as soulevée, qui est comptez-vous définir ce qui fait un jeu inclusif ou pas, et la question aussi de Tintin F57 au-dessus, il y aura forcément des personnes qui se sentiront pas et qui se sentiront exclues par un jeu. Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'on touche sur un truc. En gros, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut être inclusif entre guillemets dans l'absolu? Est-ce que ça a du sens d'être inclusif? Non, ça n'a pas de sens. Enfin, à mon humble avis, c'est que ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que la question de l'inclusion, c'est un des le sous-entendu quand on dit qu'il faut que les jeux soient plus inclusifs, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ne le sont pas. Bon, ils ne le sont pas pour plusieurs facteurs, ils ne le sont pas pour des questions de design, parce que c'est pas pris en compte dans le design, par exemple, des règles, dans le design du matériel de jeu, dans le design des références culturelles qui sont utilisées. Et en fait, du coup, la question, c'est que, en gros, l'idée, c'est qu'on peut pas être inclusif dans l'absolu. Ça n'a pas de sens d'être inclusif dans l'absolu. Enfin, c'est dans un jeu qui serait inclusif dans l'absolu, serait un jeu qui serait accessible à tout le monde, enfin, qui serait genre invitant de tout le monde. Dans l'idée, c'est peut-être un bon idéal, mais c'est un idéal. Donc l'idée, c'est plus que genre il y a un enjeu à prendre en compte, enfin, genre à prendre en compte des difficultés actuelles qui peuvent être rencontrées par des publics, pas par des gens, mais par des publics, qui peuvent trouver difficile d'aborder le jeu de rôle et le jeu de société, par exemple. Donc, bon, je sais pas si vous avez envie d'enchaîner éventuellement, si vous avez des idées, genre, enfin, si mes camarades ont quelque chose à dire sur mon intervention. Sinon, je pense que par exemple, on peut commencer à essayer pas de lister, mais de commencer peut-être à aller sur qu'est-ce que nous, on trouve être exclusif en fait, et comment est-ce qu'on peut corriger ce genre de problème. Bah ouais, moi je veux bien rebondir un peu vite fait pour dire qu'aussi, ouais, je pense aussi que dans le jeu de société et le jeu de rôle, ces questions d'inclusivité, comme ça a été dit un peu avant, genre, ouais, elles n'ont pas forcément été posées dès le départ, et pendant longtemps, elles ont été un peu oubliées. Ce qui fait que aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de jeux qu'on pourrait qualifier de pas inclusifs. Maintenant, c'est vaste du coup comme sujet, c'est très très vaste, hein, l'accessibilité et l'inclusivité. Et donc je pense que c'est pas tant des critères qu'il faut mettre en place ou qu'il faudrait dire ça c'est machin, mais plutôt réfléchir à qu'est-ce qui fait que tel jeu est inclusif ou exclusif, comment on peut remédier à ça, trouver des solutions pour qu'en fait la suite en fait de l'évolution du jeu de société et du jeu de rôle en général soit mieux.
Oula, je vois beaucoup de choses dans le chat. Ouais, ça fait parler pas mal et c'est super cool. Ça montre que c'est quelque chose qui fait réfléchir. Et ouais, je pense au final, c'est pas tant parce que c'est, comme tu dis, Victor, c'est super difficile d'être inclusif de tous les publics parce que tous les publics ont quelque chose qui les diffère et c'est ça qui est ça la beauté de la chose aussi, c'est que chacun a des critères, chacun et chacune auront des caractéristiques propres. Mais c'est plutôt la volonté, en fait, la réflexion dans la création même d'un jeu de société ou d'un jeu de rôle, de se dire, d'avoir quand même, mine de rien, ce début de réflexion, parce que parfois, il n'a même pas été là, en fait, de base. Et c'est pour ça qu'il y a des jeux qui vont être dits non inclusifs, parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion derrière. Et ça me ramène un peu au commentaire de Guy Éclair, qui dit que l'inclusivité d'un jeu ne passerait-elle pas par une meilleure inclusion au sein de l'industrie du jeu elle-même. Et ça, je suis 100% d'accord, c'est important. C'est un argument qui est valable pour tout type de divertissement et de médias. L'inclusivité, l'accessibilité, pour pouvoir entamer ces discussions, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui les entame. Et souvent, ça va venir aussi du fait d'inclure les publics marginalisés dans la création même, en fait, d'un jeu de société. Et c'est super important de garder ça en tête, quoi, parce que c'est grâce aux expériences vécues, en fait, qu'on pourra se poser les bonnes questions, si tant est qu'il y ait des bonnes questions à se poser. Mais bon, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par là, mais c'est important de garder en tête la conception même du jeu, aussi quand on parle d'inclusivité et d'accessibilité. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et je pense que aussi ça rejoint un peu ce que j'avais tenté d'avancer tout à l'heure, c'est que le jeu de société a été à un moment décrié, a été mis un peu et le jeu de rôle de la même manière. Soit c'était pour une image un peu vétuste, parfois même satanique, entendu. Et il y a eu un regain du jeu de société et du jeu vidéo, même avant le jeu de société, qui est donc des médiums qui sont revenus sur le devant de la scène, qui ont parlé à beaucoup de monde et qui finalement ont pris une telle place dans la société qu'il fallait se poser des questions. On l'a vu avec le jeu vidéo, on l'a vu ces dernières années avec les différentes polémiques qu'il y a eu sur les représentations. Je pense à Battlefield 1, si je dis pas de bêtises, et les femmes à la guerre ou ce genre de choses. Et comme finalement le jeu de société a suivi un peu son grand frère du jeu vidéo, je pense que c'est des questions qui vont se poser de plus en plus dans les années à venir, et que bien sûr la représentation de l'accessibilité et l'inclusion va aussi se faire par l'intégration dans les sociétés en tant que game designer ou qu'éditeur du jeu de société, de personnes de couleur ou de personnes voilà, qui ont une autre sensibilité que celle actuelle et celle qui a nourri quelque part le jeu de société. C'était un médium de niche à l'époque. Donc je pense que ça peut ne faire que du bien en fait, d'intégrer de public justement, apporter une nouvelle forme de sensibilité. Je pense que du coup là bon, du coup je pense qu'on va avoir du mal à. Je vous propose qu'on embraye sur du coup un des trucs qui a été remonté dans le chat, que j'ai vu passer dans le chat et que tu abordes un petit peu là, Quentin, on va dire en sous-texte, on va dire. C'est la question de est-ce que c'est de la dimension est-ce que l'origine du problème trouve son origine, excusez-moi de me répéter, dans l'industrie et dans l'homogénéité du milieu social qui produit les jeux de société et les jeux de rôle et in fine aussi celui qui joue. Est-ce que vous avez éventuellement des billes à dire est-ce que typiquement Quentin, je te relance là-dessus parce que tu étais un peu parti là-dessus, est-ce que tu veux développer? Je veux bien développer aussi au niveau de ce qu'a dit. Alors attends, je vais juste prendre le commentaire. Il était très pertinent, je trouve. Alors je l'ai perdu, mais c'est quelqu'un qui disait, si vous pouvez me le sortir, est-ce que un game designer se dit, je ne veux pas de ce type de public? Et en fait, je pense que c'est la question inverse qui se peut se poser, c'est est-ce que le game designer pense en amont? Voilà comment je pourrais pallier à l'exclusion de certains publics.
Typiquement, on a des jeux qui fonctionnent avec des pictogrammes, présenter des actions, donc des jeux de société le plus souvent. Par exemple, je sais pas, rouler un dé, quelque chose comme ça. On va le représenter avec un pictogramme. Et ce pictogramme va pouvoir envoyer cette information de règles finalement, avec sa couleur et aussi son symbole. Et c'est important de dédoubler les canaux vers lesquels les informations sont envoyées. Pourquoi, par exemple, cas très bête qui arrive très souvent, c'est qu'à la table, il y a quelqu'un qui est atteint de daltonisme. Et si on n'envoie que la règle part de la couleur, c'est très compliqué pour ces gens. Et donc je pense que par exemple, se poser la question, et on en voit encore trop souvent malheureusement, de jeux qui envoient de l'information sur les règles uniquement par la couleur, et que c'est jamais doublé par un symbole ou par un chiffre, soit une autre information ou du texte. Je pense que c'est important. Ça, on le voit pas trop souvent, les informations qui passent uniquement par la couleur, et je pense que c'est gênant. Ce genre de questions, c'est peut-être ça. Non, c'est intéressant ce que tu dis là, et surtout le commentaire, il me semble du coup c'était Adem qui disait ça sur moi je ne veux pas de ce type de personne. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément conscient, et ça c'est quelqu'un d'autre dans le chat qui le disait, c'est une notion assez systémique au final, qui vient du fait de l'homogénéisation, comme l'a mentionné Victor, du secteur en fait. Forcément, qu'importe le produit qu'on est en train de créer, artistique, que ce soit un jeu de société ou n'importe quoi, inconsciemment ou consciemment, ça va venir de notre propre expérience. Donc forcément, le produit qui va en sortir va être teinté de ce qu'on a vécu. Donc il y a des choses qu'on n'aura pas vécues, et c'est ça qui est important, c'est l'idée d'essayer de comprendre ce que d'autres peuvent vivre, et donc d'adapter au maximum le produit qu'on est en train de créer. Après, c'est vrai, je peux comprendre aussi l'avis de Valoussa, qui dit « Regardez, on crée un jeu spécialement pour les gens comme vous ». Ça, c'est aussi une autre question que ça soulève, c'est l'idée un peu de tokenisation, d'objectification de certains publics ou de certaines communautés, qui peut être très discutable. Je pense, l'exemple qui vient souvent, c'est souvent dans les séries télévision, tout ça. Et c'est toute une nuance finalement à trouver, tout un travail de réflexion à faire qui se fait tout doucement, et auquel on aimerait justement contribuer en faisant ce genre de discussion entre nous, entre étudiants dans le domaine, ou avec tout le monde qui est intéressé en fait par ce secteur, quoi. Si quelqu'un veut dire, sinon moi j'ai peut-être matière à dire quelque chose dessus. Je voulais embrayer un petit peu, moi, c'est sur la question, enfin, je vois plusieurs trucs qui passent dans le chat, c'est un peu intéressant. Et je voulais rebondir sur un truc qu'a dit Quentin un peu plus tôt, qui était sur le fait que peut-être ça venait aussi du fait que le milieu du jeu de rôle et du jeu de société avait été un temps décrié. Je pense pas que ça vienne de là, particulièrement. Je pense que je manque peut-être un peu de billes historiques, notamment sur la question du jeu de société, parce que je connais un tout petit peu les délires aux États-Unis qu'il y avait sur la question, ou alors je crois que c'était Mireille Mathieu, je sais pas, en France. C'est peut-être des gens me détromperont, je pense qu'il y a des gens qui connaîtront mieux que ça que moi dans le chat. Mais je pense pas que ça vienne de là en particulier. Je pense que c'était un milieu qui était exclusif déjà à l'époque, peut-être qu'il était très refermé sur lui-même et qu'il l'est toujours aujourd'hui, en partie, même si moins qu'avant, mais bon, enfin... Effectivement, j'ai vu passer FFJDR qui disait que, selon les études, c'était un milieu qui était toujours très homogène aujourd'hui, et qu'il l'était moins que d'autres domaines de la culture, mais effectivement, je pense que c'est encore beaucoup le cas, et en tout cas, de mon vécu de rôliste qui est allé dans une association de jeux de rôle pendant un an, c'était effectivement un milieu homogène et assez... Après, bon, j'ai beaucoup fait des tables d'amis, et typiquement, ça m'a moins concerné, mais voilà. Je voulais juste rebondir là-dessus, et je te laisse la parole, Quentin. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai que dans le milieu du jeu de rôle, notamment, je trouve qu'il y a pas mal de sexisme ordinaire, par exemple, sur les tables, etc. Et je pense aussi que c'est lié au fait d'avoir aussi concentré pendant un long moment le jeu de rôle dans un public de niche qui est particulièrement masculin, homogène, comme j'ai pu le lire dans les commentaires. Et je pense que ça vient de là aussi.
forcément, si les gens ne sont pas inclus depuis le début, ça prend du temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui a été dit qui était très intéressant, Valosa, que le fait de, par exemple, créer un jeu spécialement pour les gens comme ça, du coup, ça serait un peu restrictif. Je pense que c'est vrai qu'il y a cette idée-là, mais je pense qu'en fait, le jeu de société, si vous jouez aux jeux modernes, il s'agit, euh, brille tellement par les mécaniques de gameplay toujours plus innovantes. Enfin, vraiment, le jeu de société est vraiment dans l'innovation perpétuelle ces dernières années. Je me dis que ce serait peut-être un peu dommage que puisse pas penser le game design d'une manière innovante également pour l'inclusion et, le, et l'accessibilité. Voilà, essayer de briller aussi par son game design sur ces questions-là. Je pense que ça peut être un travail. Je pense que ça peut même être un objectif sans pour autant, voilà, aller dans les grands poncifs de faire un jeu pour ça. Est-ce que ne pas le mettre par petites couches, par subtilité, faire avec ça, avec des systèmes intelligents? Je me demande en fait si l'innovation, elle peut pas aller aussi de ce côté-là, plus que dans des mécaniques de jeu travaillées. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que par exemple, moi, je me concentre aussi beaucoup plus sur le jeu de société que le jeu de rôle, parce que justement, je n'ai jamais vraiment eu l'expérience du jeu de rôle, je n'ai jamais joué à un jeu de rôle. Et c'est un peu deux choses que j'aimerais dire là en réagissant. C'est premièrement, peut-être que le fait que je n'ai pas forcément osé rentrer dans ce monde vient justement du fait que des gens que j'ai connus, pourtant j'ai connu beaucoup de personnes, que ce soit dans ma scolarité ou dans mes cercles d'amis, qui jouaient au jeu de rôle. Mais c'est vrai que c'était plutôt des publics masculins et j'avais peut-être un peu cette peur d'y entrer justement parce que j'étais une femme et que je me sentais peut-être moins à l'aise du fait que le public était très masculin. Ça peut être aussi un facteur dedans. J'ai vu un peu qu'on en parlait dans le chat. Je sais pas ce que vous en pensez vous aussi. Et l'autre chose que je voulais dire en rapport au game design, moi je sais par exemple que la première chose à laquelle je pense quand je vais penser d'inclusivité, c'est plutôt la représentation au niveau peut-être visuel ou des thèmes ou ce genre de choses. Et je me suis pas vraiment posé la question de rendre le jeu plus accessible en passant par le game design. Et c'est super intéressant de penser comme ça parce que je pense que c'est un réflexe que peu de personnes peuvent avoir aussi. Et c'est super important quand on parle du jeu de société parce que c'est quelque chose qui touche tout le monde, quoi. Donc faut le faire de manière bien bien ficelée et ça passe par le game design en plus que de la représentation du jeu ou de l'histoire du jeu ou des personnages, par exemple. Afin de recentrer un petit peu et de continuer de rebondir sur cette direction-là, je pense qu'on peut peut-être s'attacher à des exemples concrets qui peuvent vous venir, là, par exemple, de choses de phénomènes de dynamique excluante qui vous avez peut-être vécu, vous, ou que vous avez vu à l'œuvre dans le jeu de rôle, dans le jeu de société, donc peut-être est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sent de prendre la parole? Style, peut-être? Alors, Il y a moi, des choses qui viennent. Ouais, c'est vraiment un truc tout bête, mais c'est surtout sur l'accessibilité. Mais typiquement, par exemple, pour moi, le Jungle Speed, tout bête, hein. C'est un jeu qui est un peu excluant parce qu'en fait, il se base totalement sur des réflexes. Et puis bon, alors maintenant, les Jungle Speed, c'est avec des totems en plastique. Heureusement, parce qu'avant, en tout cas, moi, celui que j'avais, c'était en bois. Et du coup, parfois, ça peut devenir un peu vénère ou genre tu te retrouvais à choper le truc et au final tu faisais mal à quelqu'un ou quoi. Mais typiquement, étant donné que ça se base littéralement là-dessus, au niveau accessibilité, c'est un peu complexe. Maintenant, on peut se poser la question qui a été dit à un moment, est-ce que... je sais plus qui avait dit ça, mais est-ce que... il y a des... Je perds mes mots. Excusez-moi. Est-ce que parfois, du coup, certaines mécaniques qui sont de fait excluantes de base, du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois, il y a toujours cette question. Et du coup, est-ce que l'accessibilité, plutôt dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut être présente partout ou pas, par exemple? C'est surtout sur l'exemple, après j'ai élaboré, mais surtout typiquement cet exemple-là, en tout cas sur l'accessibilité que j'avais en tête.
Voilà. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on disait plus tôt, à savoir qu'il n'y a pas d'inclusivité dans l'absolu. Si vous faites un jeu qui tourne autour de la rapidité et des réflexes et du fait d'avoir bêtement et d'avoir une main, vous êtes forcément exclusif des gens qui ont des problèmes, des problèmes moteurs et qui peuvent être par exemple infirmes ou des choses comme ça. Et ça, c'est un truc. Bon, alors vous pouvez le prendre en compte, mais dans votre création, mais vous serez toujours exclusif de ces gens-là si vous décidez de faire un jungle speed et vous avez le droit. Le problème, c'est plutôt après de comment est-ce que vous faites pour. Là, c'est plutôt un problème au niveau de la pratique et des pratiquants de jeux de rôle, de pouvoir pratiquer des jeux qui sont. De pouvoir avoir la possibilité de proposer des jeux de rôle qui sont accessibles, y compris à des publics qui n'ont pas accès à certains types de jeux. En soi, c'est pas grave dans l'absolu. Typiquement, effectivement, si votre jeu il demande d'être lu, vous êtes exclusif des gens qui savent pas lire. Au-delà de l'illettrisme, etc., ça veut dire que les enfants, par exemple, peuvent avoir du mal à jouer à votre jeu. Vous êtes excluant avec les enfants. C'est pas un mal en soi, mais il y a d'autres jeux pour les enfants. La question, c'est qu'il y ait des jeux pour les gens qui n'ont pas la possibilité de jouer à Jungle Speed, quelle que soit la raison. C'est du coup, ouais, je pense que c'est exactement ce que tu as dit, je suis d'accord. Et que du coup, en fait, faut être conscient des problématiques en fait qui viennent de notre game design, de notre jeu en fait, et que ok, du coup mon jeu est basé là-dessus, du coup ça exclut telle personne, par exemple quoi. Je pense aussi c'est aussi une prise de conscience en fait des créateurs et créatrices, justement là-dessus, parce que c'est quelque chose qui avant n'était pas forcément pensé. Sur plein d'aspects, étant donné que c'était un public cible très, spécifique, et que on pensait que à ce public cible et pas à un autre public cible qui pourtant oui, lui aussi veut pratiquer le jeu de société. Ouais, c'est vraiment cette idée c'est quelqu'un aussi, encore une fois, qui avait mentionné dans le chat, de sortir de sa bulle, en fait, de s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que ça soulève finalement la question de comment faire finalement, parce que c'est vrai qu'on se dit le jungle speed, c'est pas des mécaniques trop compliquées. Donc comment les faire pour les rendre plus inclusives? Est-ce que ça serait pas trop simplifier le jeu peut-être? Est-ce que ça va pas faire perdre l'essence d'un jeu? Et c'est ça, toutes ces réflexions en fait autour de quel genre d'alternative on peut proposer, quel genre de nuances on peut proposer pour rendre un jeu tout aussi intéressant, mais du coup beaucoup plus accessible à des publics qui n'y avaient pas accès jusqu'ici, quoi. Et ça passe vraiment par le processus de création et de réflexion derrière tout ça, quoi. C'est clair. Moralité, jouez au Jungle Speed avec vos pieds. Mais c'est vrai, mais c'est aussi un truc, c'est aussi penser à adapter les règles, à créer des règles pour vous adapter. Enfin, ça peut aussi être du ressort des joueurs si l'industrie ne peut pas y pallier toute seule, c'est un problème en soi. Hein. Mais d'avoir accès, enfin de créer vous-même des règles, etc., de penser aux gens autour de vous. Que eux puissent jouer avec vous et que vous puissiez jouer avec eux parce que c'est bien. Comme on a eu cette petite intermède sur le Jungle Speed, je propose par exemple à Quentin, s'il a une idée de lui, enfin, il a un exemple concret qui lui vient d'exclusion et de comment est-ce qu'on pourrait y réfléchir et en discuter. Peut-être un peu différent du Jungle Speed tant qu'à faire. Enfin, de la contrainte, on va dire, matérielle et liée à un trouble handicap. Oui, voilà. Complètement. Donc moi, c'est vrai que j'ai vu un commentaire, celui d'Atomic Foxy, qui nous disait justement que l'inclusion en le jeu de société et le jeu de rôle, c'était aussi du fait que c'était des médiums auxquels on va initier des gens et auxquels on se fait initier. Et c'est vrai qu'il y a cette question aussi d'inclusion et d'accessibilité au niveau des associations ou différentes conventions de jeux de société ou de rôle, même de tous les pratiquants. Il y a aussi leur rôle à eux, je pense, en plus du game design, d'essayer d'inclure des gens. Alors on le voit souvent, moi j'en ai fait quelques-unes, des conventions, des festivals de jeux. C'est vrai qu'il y a par exemple un festival où on s'inscrit dans un carnet pour jouer une histoire parce que l'univers nous plaît, etc., avec des totales inconnus. Et on fait des super rencontres comme ça. Et je pense qu'aussi il faut souligner le rôle des associations qui font un super travail à ce niveau-là, qui
essaye de démocratiser le jeu. Après, est-ce que après la communication se fait bien? Est-ce que ça reste pas dans l'entre-soi? C'est autre chose, mais je pense que il y a aussi le fait d'initier les gens. Et moi, la question que je me posais, que je voulais vous poser à vous ici, et aussi dans le chat, c'est comment est-ce qu'on vous a initié aux jeux de rôle, aux jeux de société? Parce que c'est vrai que je le voyais dans le commentaire, euh, que le jeu de société, c'est un peu barbant parce qu'il y a des règles. En général, c'est tout le temps la même personne qui se les fait si c'est l'hôte de la soirée. Le jeu de rôle, le MJ, c'est souvent le même. Et du coup, on reste parfois dans les compétences des uns des autres et souvent du MJ ou de la personne qui organise la soirée, après, sur des gens, etc. Et comment est-ce qu'on vous a initié? Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'on vous a initié? Est-ce qu'on vous a proposé? Par exemple, toi, Laïli, femme, est-ce qu'on t'a déjà proposé une soirée jeu de rôle? Là, de mémoire, ça me vient pas vraiment. Après, comme je disais, c'est vrai que j'ai étudié dans un collège où il y avait une communauté qui était vraiment à fond dans tout ce qui était jeux de rôle et ce genre de choses. Et donc, j'ai été entourée de beaucoup de personnes qui y jouaient, dont des amis. Et tout de suite, j'ai pas de souvenir de quelqu'un qui m'ait proposé de venir jouer tout de suite. Peut-être parce que justement, je ne remplissais pas les critères de quelqu'un qui jouerait au jeu de rôle, quoi. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas forcément envie. Ils voulaient vraiment une partie avec des gens qui s'y connaissaient, parce que mine de rien, comme tu dis, il y a une certaine initiation qui doit se faire dans ce genre de jeu, surtout pour le jeu de rôle, et une certaine aussi habileté, un certain confort aussi à jouer un rôle, mine de rien. Et c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être ce qui a manqué aussi du fait de ma personnalité et puis des gens et de mes cercles sociaux, qui a fait que peut-être je me suis jamais vraiment intéressée jusqu'ici, parce que ça m'intimidait. Hein. Je vais être honnête en disant que ça m'intimide, le jeu de rôle. Et ça vient, comme tu dis, de ceux qui nous y initient, quoi. C'est vraiment cette médiation au final entre le médium et le public. Et c'est important de voir ça. Et ça me rappelle le même commentaire d'Atomic Fox, qui disait que dans le jeu de rôle, il y a quand même le joueur du MJ qui n'est pas négligeable, parce que dans un jeu de société, ce qui va être dicté, c'est les règles, ça a été pré-programmé à l'avance par les créateurs ou les créatrices du jeu. Tandis que le jeu de rôle, il y a une marge d'improvisation représentée par le MJ qui peut justement contribuer à cette initiation, à cette inclusion. Et je me dis peut-être, Victor, toi, en tant qui a eu plusieurs expériences de MJ, est-ce que tu aurais des exemples? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'ils disent dans le chat? Je ne t'entends pas. Victor, oui, petit mute. Effectivement, excusez-moi, j'avais coupé le son du live Twitch, j'avais rallumé le son du live Twitch et coupé mon micro. Bon, voilà, je fais à l'envers, c'est pas grave. Alors moi déjà c'est intéressant parce que bon, pour mon historique à moi, le jeu de société je m'y suis jamais vraiment mis. Enfin, j'ai joué à des jeux de société quand j'étais plus jeune, le nain jaune, le poker, beaucoup de poker quand James Bond était sorti, l'importance de la culture pop. Peut-être que beaucoup de gens s'y seront mis avec Stranger Things au jeu de rôle. Mais typiquement je me suis mis au jeu de rôle quand j'étais au lycée grâce à internet. Parce que moi, je viens de la campagne, et à la campagne, eh bien, typiquement, c'est vrai que tout ce que je vois passer dans le chat, qui est très intéressant sur l'importance que tu as souligné aussi, Quentin, l'importance des associations, des boutiques spécialisées, etc. Quand vous êtes à la campagne, il n'y a pas de boutique spécialisée. Enfin, il y a moins de chances d'en avoir que quand vous êtes en ville. Et je pense que pour beaucoup, les premières expériences de jeux de rôle et de jeux de société, elles datent de quand vous allez faire vos études et que vous allez dans le supérieur et que vous allez donc dans la grosse ville d'à côté. Et que vous pouvez commencer à avoir économiquement à portée de main, même si ça coûte très cher, le jeu de société et le jeu de rôle. Et moi, j'avais commencé par Internet. Je faisais sur Opal Rollist, pour ceux qui connaissent, donc association parisienne, je crois, mais du coup, j'avais commencé, je faisais mes premiers jeux de rôle sur Skype, etc. Bon, c'est vrai que pour le jeu de rôle, c'est important. Enfin, l'aspect, c'est pas qu'il n'y a pas d'aspect collectif dans notre société, mais vous savez que vous allez être obligé de passer. Quand vous avez un jeu de société, à titre personnel, quand je passe pour un jeu de société, je me dis à quel jeu de société je vais jouer. Alors que pour le coup, quand j'ai voulu jouer au jeu de rôle, j'étais en mode avec qui je vais jouer, parce que je suis pas MJ. Et que vous commencez rarement par me jeter. Enfin, il y a peut-être des gens qui me détromperont là-dedans. Hein. Mais effectivement, on est pas forcément. On commence rarement MJ, on commence joueur plutôt. Et du coup, vous allez forcément avoir besoin d'un groupe d'abord. C'est vrai que de ce point de vue-là, moi j'ai vraiment commencé mon activité
de jeux de rôle et un tout petit peu de jeux de société, mais de jeux de rôle quand je suis arrivé en ville, à Clermont-Ferrand, du coup, où j'ai intégré une association là-bas et où j'ai eu l'occasion aussi d'avoir des gens qui pouvaient venir régulièrement chez moi, parce que chez mes parents, ça aurait été un peu plus compliqué quand même. J'étais à la campagne et tout le monde était un peu loin de moi. Où il fallait que je puisse accueillir des gens pour une soirée, faire du jeu de rôle, etc. Avoir accès aux bouquins facilement. Donc, alors moi, j'avais une boutique près de chez moi et j'ai commencé avec l'appel de Cthulhu. Mais c'est vrai que, mine de rien, ça faisait déjà plein de contraintes sociales, économiques et géographiques qui faisaient que ça a mis un peu de temps. Et peut-être que pour les gens qui habitent en ville, c'est plus simple que pour les gens qui habitent à la campagne. Bon, ça c'est qu'un nombre d'exemples, mais par exemple, je pense à l'Iran, mais genre parce que je me suis fait une réflexion, c'est quand Layli a rappelé qu'elle avait des origines iraniennes, je me suis dit que la question de l'inclusion pouvait pouvait avoir l'échelle d'un pays quand littéralement votre pays était sous embargo. J'imagine que c'est compliqué. Non, c'est sûr qu'il y a des questions qui se posent là-dedans. Après, c'est vrai que moi, mon expérience, c'est l'expérience d'une immigrée, donc je ne peux pas parler pour ceux qui vivent là-bas. Mais ça, je vais le faire dans ma présentation un peu par la suite. Moins sur le jeu de rôle, mais plus sur le jeu de société. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent, mine de rien, parce que comme tu dis, il n'y a pas que des contraintes. Il y a des contraintes tout simplement géographiques, comme tu dis, ce genre de choses, des contraintes matérielles, techniques. Et, et on voit dans les commentaires que beaucoup sont d'accord avec le fait que la campagne, c'est plus compliqué qu'en ville. Et donc, ouais, c'est sûr que l'importance des personnes chargées de l'initiation, c'est là que ça rentre vraiment en jeu, quoi, parce que, ou alors aux personnes ou matériel, comme tu dis, peut-être, ou choses comme Internet pour toi, Victor, par exemple. Et encore une fois, ça soulève d'autres problématiques. Comment faire quand on n'a pas forcément accès au même Internet que d'autres Je pense pas, du coup, dans des pays comme en Moyen-Orient, où c'est pas les mêmes genres de mêmes sources, auxquelles on peut avoir accès. Donc, c'est sûr que c'est plein de questions comme ça, très larges, dans plein de domaines différents, social, politique, géographique, tout ça qui se pose, quoi, dans tout ce qui est inclusivité, inclusion, accessibilité. Et dis-moi, Sylve, est-ce que tu as du coup, on a beaucoup divagué sur le jeu de rôle. Du coup, pour recentrer un petit peu, je crois qu'on voulait un petit peu repartir sur les exclusions types. Et je crois qu'éventuellement, on n'a peut-être pas parlé, on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'exclusion que pouvaient constituer les designs de certaines règles, de certaines, des contraintes qui pouvaient s'exercer sur le public type. Si vous êtes à la campagne, c'est tout ça. Est-ce qu'on pourrait parler éventuellement de choses qui vous semblent excluant, de dynamique d'exclusion peut-être et de manque d'inclusion dans les. Alors, je pense qu'on pourrait rattacher ça aussi un petit peu à la problématique précédente, mais plutôt question de genre les représentations du jeu dans le jeu qui font. C'est pas qu'elles font pas partie des règles, mais plus que les règles, typiquement le fait de jouer au Jungle Speed avec la main, il y a par exemple dans le jeu de rôle des représentations picturales, graphiques, dans ce qui est écrit dans les textes qui peuvent être excluantes. Est-ce que vous avez des exemples ? Je ne suis que l'animateur, après tout. J'ai pas Sylve, est-ce que tu veux y aller ? Vas-y. Non, vas-y Quentin ou Layli, si vous voulez. J'étais en train de chercher justement. Je te laisse la parole, Quentin, si tu as des choses à dire. Tu n'as pas encore beaucoup parlé sur ton expérience. Non, c'est vrai que il y a des choses. Moi, forcément, je me sens pas vite exclu. Hein. Je suis un héros, donc je cumule un peu l'état. Mais non, c'est vrai que moi, c'est plus que me sentir exclu. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à noter les bonnes surprises. Dire que quand je lis, par exemple, mon bouquin de l'appel de Cthulhu, et que je lis que dans les petits exemples, que c'est à tour de rôle un homme, une femme, avec parfois des noms aux consonances plus orientales ou du monde. Et c'est des genres de choses qui me touchent, qui me disent ah ils y ont pensé. Et ça me fait du bien. Je me dis que le médium que je chéris tant avance sur ces questions-là. Alors c'est des petites choses, c'est bête, mais moi ça me fait ça. Et après, alors j'ai vu qu'il y avait au début sur le chat Shaky Freak qui était là.
donc que je connais bien, qui est une bonne amie à moi, qui travaille justement sur un jeu. Alors, je sais pas si tu es encore là, si tu peux être dans le chat, mais qui est sur un prototypage de jeu pour les sourds et muets, si je dis pas de bêtises, sur le langage des signes, apprendre le langage des signes. Et il y a aussi cette question d'apprentissage par le jeu et d'apprendre aussi à connaître peut-être le signe ou faire même de la médiation culturelle par le jeu de société ou par le jeu de rôle. C'est aussi une forme d'inclusion. Par exemple, on va faire un jeu sur le cinéma. Je pense à ça parce que j'ai vu aussi dans le chat la bobine parisienne. Euh, c'est aussi attirer de nouveaux publics qui sont pas forcément, qui font pas forcément partie de la niche à la base du jeu de société ou du jeu de rôle, même maintenant qui n'en est plus une, hein, ça a bien se dit, bien grand. C'est une grande niche. Il s'appelle ce chien rouge là, qui est géant. Enfin bref. Je vais sur le bout de la langue. Clifford, le chien rouge. Oui. Voilà, c'est la niche à Clifford maintenant, mais oui, je pense que il y a aussi voilà des types d'expériences qui vont. Le chat est déchaîné là, Clifford, ça réveille. Mais oui, je pense que ça joue aussi de présenter de la médiation en fait par le jeu va aussi permettre c'est un point que je peux soulever. Je pense qu'il y en a des tas, hein, le daltonisme tout à l'heure. Et c'est vrai que j'avais aussi un souvenir. J'ai trouvé ça, la vidéo, je la trouvais très très pertinente. La chaîne, alors je me souviens plus exactement, la chaîne YouTube, je la mettrai après dans le chat si je la retrouve. Ça s'appelle les histoires au coin du D20, ou quelque chose comme ça. C'est un groupe de rôlistes qui raconte les histoires de séances de jeux de rôle. Et il y a un joueur justement qui disait, alors je me souviens d'une partie où le MJ voilà était rentré dans une spirale un peu à dire des choses un peu glauques, un peu malsaines. Il prenait cet exemple du tunnel et il disait voilà, cette personne était rentrée dans un tunnel irréversible et il avait dit des choses un peu glauques. Alors je pense que c'était souvent question de viol, c'est souvent le cas malheureusement dans le jeu de rôle. Je crois d'ailleurs que Victor fera un sujet là-dessus tout à l'heure. Et il disait que voilà la perception du maître du jeu pour les joueurs avait changé car il avait emprunté voilà sans retour. Et je pense que ça peut faut faire aussi attention à ce qu'on véhicule comme et je pense que Victor va davantage en parler dans sa chronique. Mais voilà, ça peut être différents types de points. Effectivement, je pense que c'est un point qui est important. Enfin, du coup, c'est là, je tiens à dire que cette première partie de soirée ne sert qu'à explorer un petit peu la diversité et la pluridimensionnalité, on va dire, des phénomènes d'exclusion et de la problématique de l'inclusion et de l'accessibilité du jeu de rôle et du jeu de société. Je crois que vous avez bien compris que c'est un problème excessivement complexe. Et on va dire que la suite de la soirée va permettre d'explorer plus spécifiquement, avec nos divers intervenants, moi-même, mais aussi mes amis ici présents, des exemples plus précis et plus spécifiques. Peut-être un dernier mot éventuellement avant de passer aux premières capsules, on va dire, serait de dire qu'effectivement il y a aussi de l'exclusion au sein de la... Enfin, j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure de l'exclusion au sein des communautés de jeux de société, enfin de joueurs de jeux de société, de jeux de sociétistes, bref, et de rôlistes. C'est entre le bon et le mauvais jeu de société, on va dire, par exemple. Donc, entre les jeux de société, par exemple, les jeux de société familiaux, on va dire, les cartes, la belote, les choses comme ça, et le jeu de société, comme il existe dans les contes de Catan ou les choses comme ça, le jeu de société moderne, entre les jeux de rôle à l'ancienne et les jeux de rôle plus, comment dire, un peu plus novateurs, novateurs. Pas du tout amélioratif, je veux dire, mais un peu plus originaux et indépendants, typiquement. Et entre les communautés de rôlistes, typiquement, entre les gens qui sont très
pour le fait de rester le plus proche des règles, etc. Donc, sur les jeux de rôle américaines ou les jeux de rôle européennes, etc. Il y a aussi des phénomènes d'exclusion et d'inclusion au sein de ces groupes qui sont souvent, je pense, qui se regroupent assez souvent avec d'autres problématiques. Typiquement, je pense que moi, je vais en parler un petit peu à la fin, je pense, sur ma capsule sur la carte X. Je vous invite à l'attendre. Est-ce que mes camarades ont envie d'avoir le mot de la fin sur éventuellement s'ils ont une dernière remarque à faire avant de commencer à passer aux capsules diverses et variées que nous avons chacun à faire? Je pense que tu as bien résumé un peu cette discussion. De toute manière, c'est vrai que c'est quelque chose, on pourrait en parler des heures, je pense. On voit même le chat a beaucoup de choses à dire et ça c'est super chouette parce que justement, c'est source de discussion et peut-être de débat et de questions et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est sûr, je pense qu'on aura toujours de quoi discuter sur ce sujet-là, c'est sûr. Eh bien, si aucun d'entre vous n'a autre chose à ajouter, je pense qu'on va pouvoir passer à la première capsule. Et la première capsule, si ma mémoire est bonne. Oui. Je pensais juste à quelque chose comme ça en passant, et c'est vrai que ça a été fait. J'ai vu ça dans le chat également, qui parlait des jeux de rôle qui est à rentrer dedans, etc. Et on a vu quand même, il y a quelques années, il y a un regain d'intérêt, quelque sorte maintenant, qui dure depuis 10 ans, hein, du jeu de société et encore plus récemment, je pense, même du jeu de rôle. Et on a vu l'apparition de kits d'initiation pour les jeux, par exemple. L'appel de Cthulhu à son kit, maintenant, ils sont du Star Wars, pareil, etc. Ils sont une version simplifiée où on va essayer d'initier les joueurs avec une version allégée du jeu. Et justement, je trouve que je voyais Queen Man qui disait que le format livre posait parfois question. Et justement, ces kits d'initiation relèvent peut-être plus du jeu de société presque que du livre de jeu de rôle. Et je trouvais ça intéressant. Et on voit même que ça atteint son paroxysme avec des kits d'initiation pour Koh-Lanta, le jeu de rôle. Kit d'initiation, enfin le jeu de rôle Koh-Lanta. Donc voilà, ça va attirer un différent. On voit aussi Larousse, qui est lu pour son dictionnaire, qui s'est mis à faire un kit d'initiation au jeu de rôle. Et je voyais également la bobine parisienne qui disait on lit les règles ensemble, etc. Et ça permet de faciliter l'accessibilité. Et on voit ça aussi maintenant avec le jeu de rôle, le jeu de société, le plus quand même. C'est des jeux de société dans lequel en fait le jeu va nous apprendre les règles de lui-même. C'est-à-dire que on va pas se taper 15 pages, en général c'est quand même moins de règles, mais on va apprendre des bribes de règles au fur et à mesure, quand on en a besoin. Ça va être intuitif, ça va être progressif, et je pense que c'est aussi quelque chose vers lequel il faut se tourner. Mais oui, je pense qu'il y a il y a des choses qui sont faites, on peut pas tout nier. Après, bien sûr, ça prend le temps que ça prend, et je pense que c'est important aujourd'hui de poser les questions, être cadre pour les années à venir, alerter peut-être d'une certaine manière, dire voilà, il est question de faire entrer le jeu dans son âge adulte, lui prête un peu trop les traits d'un médium enfantin. Est-ce que ce serait pas l'heure aussi de passer à l'âge adulte?